Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que l'amour peut être perçu de deux manières différentes chez l'homme. Chez l'homme de l'involution, l'amour est fabriqué à partir des émotions et est donc valable mais non intelligent. Il sert à créer une connexion et une cohésion avec un partenaire ou avec la société. Cet amour expérientiel permet à l'homme de se sentir créatif et valable. D'un point de vue cosmique et évolutif, l'amour a une toute autre fonction. Il ne sert plus à la cohésion émotionnelle ou sociale, mais à créer une puissance organisationnelle à tous les niveaux. Il fait partie de l'intelligence et de la volonté de l'homme. Cosmiquement parlant, le terme amour n'a pas la même valeur que celle que nous lui accordons sur le plan planétaire. Il représente une des forces fondamentales de l'homme à l'échelle cosmique. Dans cet extrait, il est mentionné que la conscience cellulaire de l'homme est composée de trois principes fondamentaux, la volonté, l'amour et l'intelligence. Cependant, l'amour ne peut plus être considéré de manière émotionnelle et personnelle, mais doit être dépersonnifié et perçu comme une énergie créative universelle. Ces forces de cohésion convergent vers l'homme, qui représente le point où elles peuvent se manifester. Dans d'autres temps cosmiques, d'autres forces viendront s'ajouter à la conscience éthérique de l'homme, créant de nouveaux principes. Lorsque l'homme atteindra les 7 principes, il perdra son existence matérielle. Pour devenir un être éthéré. On mentionne également que l'homme pourra utiliser son amour pour diviser les atomes et explorer d'autres dimensions temporelles. Pour cela, il devra dépersonnaliser ses principes actuels et maximaliser sa conscience de l'amour, de l'intelligence et de la volonté. Dans cet échange, il est question d'établir un lien entre le temps présent et une autre dimension, en utilisant le corps éthérique. L'idée est que sur d'autres plans d'intelligence ou d'autres mondes habités, il pourrait exister des êtres capables de vivre différentes formes d'intelligence de manière simultanée, sans subir la loi d'entropie qui dégrade l'énergie et crée des conflits. Ce concept de trinité des principes de l'amour, de l'intelligence et de la volonté serait en évolution et serait établi grâce à la fusion de la conscience de l'homme. L'humanité a souvent un complexe d'infériorité par rapport au mystère de la vie, de la mort et du cosmos, de par son niveau de conscience et sa technologie limitée. Cependant, la fusion de l'homme pourrait transformer cette trinité en une conscience cosmique, débarrassée de ses qualités émotives. Ainsi, l'homme pourra utiliser cette énergie pour se déplacer dans d'autres temps et d'autres dimensions et travailler à la formation de sa conscience éthérique. L'échange aborde également le concept de double éthérique, affirmant que l'homme avait déjà existé dans sa forme éthérique sur Terre avant d'apparaître dans sa forme matérielle actuelle. Le corps matériel serait une densification du corps éthérique, mais l'homme n'aurait jamais perdu son corps éthérique. Cependant, une partie de cette énergie a été utilisée pour développer son système nerveux, ce qui a entraîné la perte de la conscience de son corps éthérique. Pour retrouver l'utilisation de son corps éthérique, l'homme doit se détacher de la perception sensorielle actuelle et se reconnecter à son essence éthérique. Ces extraits mettent en avant l'idée que l'homme doit prendre conscience de sa réalité et dépasser sa conscience égoïque pour atteindre une conscience planétaire. L'homme a perdu contact avec sa véritable réalité en se laissant assujettir par la matière et l'essence. Pour retrouver sa réalité, il doit faire le choix de dépersonnaliser sa valeur intellectuelle, sa volonté et son amour pour en retrouver la cosmicité d'origine. Sinon, il sera soumis aux lois de compensation psychologique et vivra dans l'illusion du libre arbitre. Vivre par rapport à la mémoire de l'humanité le maintient dans le passé, l'empêchant ainsi d'être pleinement conscient et de manifester sa trinité, intelligence, amour, volonté, sur Terre. La volonté devient une simple bonne volonté, l'intelligence se limite à la connaissance intellectuelle et l'amour devient une passion. Selon l'auteur, la passion est de l'inconscience en évolution et la perte de l'identité de l'homme. Il est nécessaire de faire la distinction entre l'amour et la relation sexuelle, souvent confondues. De nos jours, afin de ne pas devenir un quêteur de sexe perpétuel ou une quêteuse d'affection. L'homme a besoin d'intelligence créative, de volonté créative et d'amour créatif pour être trinitaire et ne pas être tributaire de cette trinité. L'auteur souligne également que la passion est une illusion et ne conduit pas à l'intelligence créative. Dans cet extrait, Bernard de Montréal fait part de son expérience en tant que confesseur et aborde le sujet de la relation entre l'amour et la sexualité dans la société contemporaine. Selon lui, l'homme a construit des liens entre l'amour et la sexualité, ce qui a créé des problèmes de marchandage et de chantage dans les relations de couple. Il explique que contrairement au monde animal qui vit l'amour selon les lois de la nature, l'être humain a développé une intelligence lui permettant de comprendre et de vivre l'amour en relation avec la sexualité.
Cependant, cette association entre l'amour et la sexualité a conduit à l'établissement de lois et de vertus, ce qui a progressivement rendu difficile pour les individus de se libérer psychologiquement de cette union. Aujourd'hui, l'amour et la sexualité sont vécus principalement sur le plan émotionnel, ce qui entraîne du chantage et des souffrances pour les hommes et les femmes. Bernard de Montréal souligne que l'investissement émotionnel dans la sexualité confère une valeur psychologique à celle-ci, permettant à l'homme de se sécuriser dans sa masculinité et à la femme de se soumettre à l'homme. Selon lui, l'erreur réside dans le fait que les partenaires ne parviennent pas à séparer ces deux aspects de la relation. Il affirme que si l'homme et la femme pouvaient vivre leur sexualité sans y mêler de l'amour, cela ne mènerait pas nécessairement à la détérioration de la société, à condition que les individus soient conscients de cette distinction. Il explique que lui-même et sa femme ont réussi à séparer l'amour de la sexualité dans leur relation. En conclusion, Bernard de Montréal soutient que l'homme conscient en évolution devra finalement séparer ces deux aspects de sa conscience afin de ne pas devenir esclave de sa sexualité ou de son amour. L'auteur affirme que vivre en équilibre entre la sexualité et l'amour est essentiel pour éviter la souffrance et le déchirement. Cependant, dans la société moderne, les hommes perdent leur identité tandis que les femmes ont du mal à redécouvrir le lien égal entre elles et les hommes. Cela est dû à leur dépendance à l'amour. Pour vivre leur sexualité. Pour parvenir à une séparation complète entre la sexualité et l'amour, il est nécessaire d'avoir de la conscience et de l'intelligence des lois de la vie, de la psychologie et de l'amour. Le manque de conscience conduit à une expérience constante de l'amour et de la sexualité qui nous assujettit à des principes puissants mais qui nous condamne au déchirement. Dans un sondage récent en France, il est indiqué qu'un Français sur 4 s'ennuie souvent pendant les rapports sexuels, et ce chiffre monte à une Française sur 3. Les intellectuels sont plus susceptibles de s'ennuyer que les agriculteurs. L'auteur affirme que cette insatisfaction sexuelle pourrait être due à la mentalité philosophique des Français qui se considèrent comme les experts en amour, alors que ceux qui sont plus simples dans leurs expériences amoureuses sont généralement plus satisfaits. L'auteur mentionne également que les personnes de gauche politiquement sont moins intéressées par l'amour que celles de droite. Les gauchistes doivent consacrer leur énergie à comprendre la systématisation de l'homme dans l'État, tandis que les fascistes ont résolu ce problème et peuvent ainsi profiter des plaisirs de la vie. Par exemple, l'auteur affirme que les fascistes ont une plus grande propension à vivre des expériences sexuelles sulfureuses. Le présentateur revient ensuite sur le sujet de la programmation sexuelle chez l'homme, soulignant que les hommes ont 9 fois plus de testostérone que les femmes, ce qui les expose à des impulsions sexuelles plus fortes. L'auteur convient de cette réalité et explique que la conscience et l'intelligence des lois de l'amour et de la sexualité sont nécessaires pour contrôler ces impulsions. L'intervenant explique qu'il y a une physicalisation physico-chimique de l'amour, de l'émotion et de l'intelligence, mais cela ne signifie pas que ces éléments font entièrement partie du plan matériel. Il souligne que l'homme est capable de connaître des aspects de l'amour et de la sexualité en dehors de son corps matériel. Il souligne que les études scientifiques sur les aspects physico-chimiques de l'amour ont une valeur scientifique, mais n'ont pas de valeur sur le plan de la conscience humaine. Il affirme que l'homme est à la fois matériel et immatériel, et que sa partie immatérielle contrôle ce qui existe dans le matériel. Il considère que se préoccuper des aspects scientifiques matériels de l'amour est une perte d'énergie. R mentionne ensuite que les femmes sont généralement poursuivies par les hommes pour des faveurs sexuelles, et l'intervenant explique que c'est lié à l'organisation évolutive de la conscience sur Terre, mais qu'il existe d'autres planètes où les femmes sont en premier lieu. Il critique le fait que la société a donné à la femme un statut secondaire et souligne que cela est une erreur, car une femme intégrale se sent en équilibre et n'a pas besoin de se sentir inférieure à l'homme. Dans ce texte, R souligne l'importance pour les hommes et les femmes d'atteindre une conscience individuelle et réelle, afin de se compléter mutuellement. Il affirme que la société et les mémoires du passé nous empêchent souvent d'atteindre notre véritable identité. L'auteur soutient que l'homme et la femme doivent se débarrasser des influences extérieures pour atteindre leur identité intégrale et évoluer vers une nouvelle conscience. Il explique que les êtres humains sont programmés et ne parviennent pas à contrôler l'énergie de leur conscience cellulaire, ce qui crée des luttes et des déséquilibres, notamment dans la sexualité. L'auteur rejette le verdict de Freud sur la relation entre la libido et la conscience humaine, affirmant qu'il fait partie de la programmation involutive de l'homme. Il soutient que si l'homme pouvait contrôler ses pulsions sexuelles, il pourrait se libérer des problèmes émotionnels associés à la sexualité et évoluer vers une conscience plus élevée. Dans cette discussion, elle est question de la fixation de la société sur la sexualité,
et de la possibilité qu'une libération de cette fixation puisse favoriser une plus grande créativité. Bernard de Montréal explique que le contrôle de la sexualité ne doit pas être confondu avec le contrôle de l'ego. Il affirme que le contrôle de la sexualité par l'esprit de l'homme fait référence à une compréhension de la relation entre la sexualité, les émotions et l'esprit, dans le but d'éviter toute souffrance en introduisant des aspects psychologiques négatifs dans les relations sexuelles. Il précise que cela n'a rien à voir avec le vœu de chasteté, qui peut au contraire entraîner plus de souffrance et de frustration. Selon lui, le vœu n'est pas une volonté, mais plutôt une manière de penser qui conduit à refouler une énergie sexuelle par amour de Dieu, ce qui pose un problème car la sexualité fait partie de la composante créative de la conscience cellulaire de l'homme. En ce qui concerne la libération de la femme des contraintes sociales et religieuses, Bernard de Montréal explique que cela nécessite une intelligence suffisante pour réaliser que la souffrance est inutile. Il remet en question l'idée que la femme doit être soumise à son mari et affirme que cette hiérarchie fait partie de l'involution et non de l'évolution de la conscience. Selon lui, l'homme nouveau ne peut plus se soumettre à des principes qui font partie de la conscience hominidée et de la domination du pouvoir temporel. Il insiste sur le fait que l'homme nouveau est réveillé, conscient des lois de la vie, et en contact avec une conscience supérieure qui lui permet de comprendre les lois de la vie et de s'affranchir des principes obsolètes. La discussion met en perspective la nécessité de l'évolution de la pensée et de la libération des contraintes sociales et religieuses afin de favoriser une plus grande créativité dans la sexualité et dans la vie en général. L'involution est un concept lié à l'historicité de l'homme et au développement de sa conscience. L'homme conscient ne peut pas venir et bouleverser les institutions déjà établies pour les autres populations humaines. Il comprendra les différentes cultures et les considérera comme encore en évolution, tandis qu'il fera partie d'un autre temps où il travaillera avec des individus sur la même longueur d'onde. À ce moment-là, il ne fera plus partie de la conscience involutive. L'homme conscient ne vit pas sa conscience d'une manière psychologique, il n'a pas de problème et n'a pas à contrôler son énergie sexuelle. Il est le contrôle lui-même, grâce à l'équilibre de sa volonté, de son mental et de son émotion. Il est maîtrise et ne cherche pas à devenir maître. Pour les psychologues, ceux qui sont ouverts à des concepts non conventionnels pourront petit à petit comprendre des aspects de la psychologie humaine. Ainsi, si un psychologue souhaite promouvoir de nouvelles idées ou créer une nouvelle école de psychologie, il doit avoir une conscience interne élevée et éviter de se considérer supérieur aux autres. Il faut comprendre que l'évolution de la conscience est une expérience personnelle et ne pas prétendre avoir découvert quelque chose de totalement nouveau. Si un individu essaie de propager ses idées sans maturité ou sans compréhension approfondie, il sera rejeté et considéré comme ignorant. Pour travailler avec des idées qui transcendent le monde visible, il faut être mature et capable de garder l'anonymat lorsque nécessaire. L'homme doit apprendre à s'exprimer correctement et à maintenir une continuité avec l'invisible. Une pause de 3/4 d'heure est annoncée.